Alfred Hitchcock disait « Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». Une bonne raison de soigner particulièrement ses vilains. C'est valable dans beaucoup de genres, mais quand on rentre dans celui des super-héros, il ne faut vraiment pas se rater. Marvel l'a bien compris, alignant autant de méchants que de films avec une belle générosité et offrant le plus souvent ses partitions à des acteurs et actrices de premier choix. De la Terre aux étoiles, d'une dimension à l'autre, on a retenu les 10 plus marquants, qu'ils soient très méchants, puissants, sournois, cruels ou tout ça en même temps. C'est parti! Numéro 10, Kang le Conquérant de Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Ça peut paraître prématuré tant qu'on a vu une maigre facette de celui qui s'annonce comme le grand méchant des phases 5 et 6 avec la lourde tâche de passer derrière Thanos. Mais qui sait, peut-être qu'on sera amené à réaliser un top des meilleurs Kang dans le futur. Pour l'instant, on a découvert 2 incarnations du personnage, une plutôt sage dans la série Loki et une autre plus conquérante dans le 3e volet d'Ant-Man. Dans les 2 cas, ce sont de belles propositions de Jonathan Majors dans des styles bien différents. Actuellement, Kang est une promesse, celle de se multiplier et de s'adapter aux futures oppositions en fonction du contexte que les prochaines productions souhaiteront aborder. C'est beaucoup d'espoir, mais on peut déjà se reposer sur le fait qu'il fait partie des méchants les plus célèbres des comics Marvel et que Jonathan Majors est un acteur monstrueux qui n'hésite pas à chausser les gants. Numéro 9, Obadiah Stane dans Iron Man. Avant que le Marvel Cinematic Universe devienne cette grosse machinerie s'étalant aussi bien dans l'espace, le monde quantique que dans les terres parallèles, il était beaucoup plus humble et s'exprimait avec une sorte de pragmatisme. Tony Stark et Iron Man, ça reste un homme dans une armure. Et le premier méchant qu'il affronte, pareil. Une belle opposition entre un père de substitution et son fils spirituel qui s'affrontent dans une lutte aussi bien physique que morale. Obadiah Stane, c'est un Tony Stark qui n'aurait pas séjourné dans une grotte afghane découvrant que ses armes servent les groupuscules les moins bien intentionnés. Non, lui c'est un pur libéral, un capitaliste forcené, accro au profit et à la morale bien plus élastique. Rétrospectivement, il pourrait paraître un peu chétif comparé aux autres, mais d'une, il est arrivé le premier et de deux, c'est Jeff Bridges qui l'incarne. Alors question charisme et physique, il n'y a rien à prouver à personne. Numéro 8, Baron Zemo dans Captain America Civil War. Passé son côté terroriste et manipulateur qui a amené les Avengers à se battre entre eux dans Civil War, on ne peut pas complètement trouver infondées ses motivations. Évidemment, elles s'expriment de la pire des façons et reproduisent finalement ce qu'il reproche aux super-héros, provoquer des dommages collatéraux qui entraînent la mort d'innocents. Zemo est devenu ce mastermind criminel après la bataille de Sokovia dans Avengers 2 où il perdit sa famille. Depuis, il est obsédé à l'idée de détruire ceux qu'il pense responsables, la bande à Steve et Tony. Mais plutôt que de les affronter directement, ce qui pour un seul homme représente un certain challenge, il préfère y aller de façon plus vicieuse en piégeant un des membres les plus évidents, Buck Barnes. Et il a presque réussi à provoquer une scission irréparable entre super-héros. Ce côté vengeance personnelle aurait pu paraître un peu lisse et facile, mais aidé par l'interprétation de Daniel Brühl et une exploitation dans un film qui fait que les héros sont presque les méchants de l'histoire, Baron Zemo s'avère un vilain passionnant. Numéro 7, Red Skull dans Captain America, le premier Avenger. Le méchant pulp par excellence, malgré un maquillage qui ressemble à une session de gommage qui aurait mal tourné. Crâne Rouge possède la démesure théâtrale qu'il caractérise et l'inscrit très bien dans un ensemble qui mélange nazi, occultisme et science-fiction. Ce premier Captain America ressemble au film d'aventure un peu old school et dans cet univers, un antagoniste uniformément vilain a parfaitement sa place. Red Skull est un pur méchant. Ses motivations se résument à dominer le monde et écraser les faibles. Un programme pas très sympa mais qui montre une opposition logique au côté boy scout de Steve Rogers. Aujourd'hui, Crâne Rouge pourrait sembler dépassé par la complexité de certains confrères du rayon grand méchant. Et pourtant, de la prestation impeccable d'Hugo Weaving à cet aspect vintage très comic books, pas d'ambiguïté avec Red Skull, pas de circonstances atténuantes, pas de « oui mais », tout est fait pour le détester et c'est très bien ainsi. Numéro 6, Ultron dans Avengers, l'ère d'Ultron. Si la saga Terminator nous avait déjà mis la puce à l'oreille sur le danger que représentent les intelligences artificielles, voici un autre exemple des risques à laisser les machines penser par elles-mêmes et leur accorder un peu trop de liberté. Cette espèce de rejeton binaire de la face la plus égocentrique de Tony Stark possède le timbre irrésistible de la voix de James Spader.
Cette rondeur dans les graves, cette formulation impeccable, ce sens incroyable de la narration lui donne une prédisposition quasi naturelle à la place de maître du monde. Ultron, c'est LE type qui prend tout le monde de haut, parce qu'il se sent plus intelligent que les autres, le mec qui aime beaucoup s'écouter parler, incapable de résumer en 3 mots ce qu'il peut dire en 20 000, et qui conclut que le monde est condamné après avoir fait un tour sur internet. Bon, sur ce dernier point, on ne peut pas lui donner complètement tort. Sa puissance en fait le parfait candidat pour s'opposer aux puissants Avengers. Numéro 5, Hela dans Thor Ragnarok. Et là, quelque part, c'est un peu Game of Thrones qui rencontre le Seigneur des Anneaux. Soit un jeu de pouvoir, de trône et de problèmes familiaux qui possède le visage et la puissance de Galadriel. Un mix qui aurait pu être lourd et plombant, mais dans un film résolument porté vers la légèreté et la comédie, l'association fonctionne bien. Il faut autant, sinon davantage accorder de mérite à Cate Blanchett qui s'amuse très bien de ce contexte shakespearien au royaume d'Asgard avec une jouissance caractérisée pour la destruction de masse. Il faut dire que la dame revient de loin, des enfers. Elle peut remercier son père Odin, dont elle est le premier enfant, qui l'a envoyé là-bas après avoir reconnu que la paix était mieux que la guerre. Pas étonnant qu'elle revienne un peu énervée, vindicative, avec un coriace sentiment de revanche. Numéro 4, Wanda Maximoff dans Doctor Strange 2. Quand on rencontre pour la première fois Wanda, elle affronte les Avengers pour le compte de l'Hydra. Puis elle devient une membre de la team super-héroïque avant de tenir une position ambiguë après la mort de son mari synthétique, Vision. Alors d'un côté, ça peut être agaçant de voir le personnage s'abîmer à cause d'un bouquin, surtout après avoir pu admirer toute sa complexité dans WandaVision. De l'autre, ça donne un spectacle aussi jouissif qu'émotionnel, capable de clouer le bec aux théories de fans trop redondantes et d'incarner la douleur d'une mère. Si Hitchcock n'a pas tort sur les bons méchants qui font de bons films, on remarque aussi que ça dépend beaucoup de celui ou celle qui l'interprète. Et Elizabeth Olsen a pu montrer toute l'étendue de son talent, bien aidée, il est vrai, par un réel développement sur la longueur. Il demeure qu'elle est l'une des méchantes les plus tragiques, parce que même après tout ce qu'elle a fait, plonger dans une ville, dans une hallucination collective, tuer les sorciers de Camartage, buter les Illuminati avec un joli sens du spectacle, on ne peut pas la détester. On arrive sur le podium avec la 3e place, réservée à Killmonger dans Black Panther. De prime abord, Killmonger n'est pas le méchant le plus impressionnant. Il n'apparaît pas non plus dans l'un des films les plus acclamés, mais c'est l'un des plus intelligemment écrits, parce qu'il oppose un vrai antagonisme social. Dans le coin droit, on a T'Challa, le roi du Wakanda qui n'a manqué de rien. Dans le coin gauche, Killmonger exilé à Auckland, devant subir un racisme systémique qui touche les minorités aux États-Unis. Cette rage, cette colère qui l'anime est légitime, et c'est toute la richesse de l'écriture de Ryan Coogler, que d'offrir à l'a priori méchant la storyline qui caractérise le plus souvent les héros en devenir, ou du moins les outsiders, les laissés pour compte. Ceux qui doivent se rebeller contre le pouvoir en place pour réclamer ce que l'injustice leur a privé. Pour l'incarner, on peut compter sur le magnétisme de Michael B. Jordan. Ses dernières lignes de dialogue valent les meilleures tragédies, et c'est peut-être ce qui fait de lui un aussi beau et bon méchant. Il ne se bat pas pour des désirs personnels, mais parce qu'il porte en lui l'histoire d'un peuple, voire d'une civilisation. Numéro 2 sur le podium, Thanos dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Du côté nombre de victimes, c'est lui le plus fort. Il a tué la moitié de l'univers. Excusez du peu. Et il a fallu tous les super-héros pour en venir à bout. On se souvient tous de cette scène marquante où Tony Stark claque des doigts. C'est aussi l'un des plus fascinants, tant les raisons qu'il pousse au claquement de doigts le plus mortel de l'histoire posent quelques cas de conscience, pas loin de se retrouver en sujet au bac de philo. Supprimer une partie de la population de l'univers pour sauver l'autre moitié et de la façon la plus aléatoire possible. Aucune distinction fort, faible ou riche ou pauvre, parce qu'on est trop et qu'on conduit l'univers à sa perte, épuisant ses ressources. Sur le papier, ça peut paraître fondé. En pratique, c'est déjà plus discutable. Pour incarner cette ambiguïté, il fallait un acteur costaud, même sous une tonne de maquillage. Et évidemment, Josh Brolin incarne parfaitement ce monstre qu'on aurait tort de qualifier uniquement de sanguinaire, car il sait aussi émouvoir quelque part. Et la première place revient à Loki, pour toutes ses apparitions dans les films Marvel. On avait commencé ce classement avec Kang et la promesse de futures incarnations au fil de ses variations, et on finit avec le personnage aux multiples personnalités. Pas au sens pathologique du terme, mais parce que le maître de la fourberie, c'est lui. On ne peut pas lui faire confiance. Il trouvera toujours le moyen de s'en tirer à la fin.
Loki, c'est le charme indiscutable de Tom Hiddleston, une histoire qui nous ferait presque de la peine et cette fascination que possèdent parfois les êtres les plus lâches. Le genre de personnage qu'on déteste, mais surtout qu'on adore détester. Apparaître dans plusieurs films, avoir sa série, forcément ça aide. Un peu comme Wanda. Mais si cette dernière avait su nous émouvoir, on reste plus distant avec Loki et son côté reptilien. Manipulateur, menteur, vicieux, cruel au bingo des êtres humains, il devrait cocher toutes les cases et c'est justement pour cette raison qu'il est le meilleur. Merci d'avoir suivi ce top 10, on vous invite à vous abonner à la chaîne d'Allociné pour ne manquer aucune de nos dernières vidéos. À bientôt!